Dans la cabine feutrée de la première classe d'un vol Air France reliant Paris à Nice, un claquement sec déchira l'air, figeant l'assemblée. Claire Dubois, hôtesse de l'air à l'allure impeccable, venait de gifler Julien Dubois, un adolescent de 17 ans, sous les regards médusés des passagers. À ses côtés, son père, Antoine Dubois, milliardaire et PDG de Lumière, géant de la technologie française, resta immobile, son calme apparent masquant une tempête intérieure. L'avion, à peine décollé, fit demi-tour vers l'aéroport Charles de Gaulle, tandis que des agents de sécurité montaient à bord, leurs pas lourds résonnant dans le silence oppressant. Le sang coulait légèrement de la lèvre de Julien, entaillé par la bague de Claire. Ce n'était pas seulement une gifle, mais l'écho d'une injustice plus profonde, un affront qui allait bouleverser des vies et ébranler une compagnie aérienne. Avant que l'histoire ne s'enflamme, d'où regardez-vous ce récit? Avez-vous déjà été témoin d'une discrimination en voyage? Partagez votre expérience et restez avec nous pour découvrir comment un incident à 30 000 pieds révèle les fractures d'une société. La matinée avait débuté comme une autre pour la famille Dubois, bien que leur quotidien soit loin de l'ordinaire. Antoine Dubois, 48 ans, était une figure emblématique du monde des affaires français. Fondateur de Lumière, une entreprise qui révolutionnait l'intelligence artificielle éthique, il avait bâti un empire de 20 milliards d'euros à partir de rien. Son charisme discret et son assurance naturelle lui permettaient de dominer les salles de conseil d'administration comme les négociations internationales. Ce jour-là, pourtant, son attention était toute tournée vers son fils, Julien, et leur voyage vers Nice, où Antoine devait prononcer un discours clé lors d'une conférence technologique. Julien, nous partons dans 10 minutes, lança-t-il depuis le grand escalier en marbre de leur hôtel particulier parisien dans le 16e arrondissement. Sa voix résonna contre les murs ornés de toiles de maître et d'œuvres d'art célébrant l'excellence noire à travers l'histoire, des portraits de Toussaint Louverture aux photographies de Léopold Sédar Senghor. Dans sa chambre, Julien, 17 ans, se tenait face à un miroir en pied, ajustant sa veste de créateur. Sur son bureau trônait une lettre d'acceptation de la Sorbonne, où il devait entamer des études de musique l'automne suivant. Ses résultats parfaits au bac, son titre de lauréat national et ses compositions prometteuses auraient dû le combler de fierté. Pourtant, son reflet semblait étranger, comme s'il portait un masque. « J'arrive », répondit-il, saisissant son sac à dos. À l'intérieur, pas de documents pour la conférence, mais des carnets de composition musicale et un casque audio, ses véritables compagnons. Julien rêvait de musique, pas de code informatique ou de fusions-acquisitions, contrairement aux attentes de son père. Dans la Mercedes Maybach noire qui filait vers l'aéroport, un silence tendu s'installa entre eux. « Cette conférence est cruciale, Julien, » dit Antoine, les yeux fixés sur la route. « Tu rencontreras des mentors qui pourront t'ouvrir des portes à la Sorbonne. » Julien, regardant par la fenêtre les immeubles haussmanniens défiler, murmura « Et si je ne voulais pas suivre tes traces? Si la musique était ma vraie passion? » Antoine serra la mâchoire. Depuis la mort de sa femme, Élise, emportée par un cancer 3 ans plus tôt, il s'était consacré à préparer Julien à un monde qu'il jugeait impitoyable. Élise, brillante neuroscientifique, avait été l'âme de leur foyer, celle qui équilibrait la rigueur d'Antoine avec une douceur visionnaire. Sans elle, père et fils naviguaient dans une relation complexe, marquée par des désaccords philosophiques. « Ta musique est un loisir magnifique, Julien, » répondit Antoine. « Mais le nom Dubois porte une responsabilité. Nous devons montrer l'exemple, prouver que nous pouvons réussir malgré les obstacles. » Julien secoua la tête. « Réussir malgré quoi? Le racisme? Tu penses que être riche nous met à l'abri? Les gens nous jugent toujours sur la couleur de notre peau avant tout. » Antoine prit une inspiration mesurée. « Je ne t'ai jamais dit d'ignorer le racisme, mais de le dépasser stratégiquement. C'est ainsi qu'on change les choses. » Leur débat, familier mais jamais résolu, s'interrompit alors que la voiture s'arrêtait devant le terminal 2F de Charles de Gaulle. À l'aéroport, les premiers signes de ce que la journée réservait se manifestèrent. Malgré leurs billets de première classe et leur statut de voyageurs fréquents, un agent de la PAF, police aux frontières, fit signe à Julien de s'écarter pour un contrôle aléatoire. « Monsieur, nous devons vérifier votre sac.
déclara l'agent sans croiser son regard, tandis que des hommes d'affaires blancs en costume similaire passaient sans encombre. Antoine observa la scène, son visage un masque de calme, mais ses doigts se crispèrent sur la poignée de sa mallette en cuir. Julien, habitué à ces humiliations répétées, suivit les instructions sans protester, captant le léger hochement de tête de son père. « Ne fais pas d'esclandre. » 20 minutes plus tard, après une fouille minutieuse de ses affaires et un contrôle corporel, Julien rejoignit son père. « La troisième fois cette année, » marmonna-t-il. « Ils n'ont arrêté personne d'autre. » Antoine posa une main sur son épaule. « J'ai vu, mais nous avons notre vol. C'est derrière nous. » Julien serra les dents. « C'est toujours ta réponse. Baisse la tête, accumule du pouvoir. Et un jour, peut-être, ils nous verront comme des égaux. » Jambam. Antoine corrigea doucement. « Non, Julien, choisis tes batailles avec soin. C'est ainsi que j'ai construit tout ce que nous avons. » À la porte d'embarquement, l'accueil fut tout aussi révélateur. L'agent d'Air France, une femme d'une quarantaine d'années, offrit un sourire chaleureux à un couple de retraités blancs, complimentant leur choix de destination. Lorsque Antoine et Julien présentèrent leur carte d'embarquement, son expression se durcit. « Billets et pièces d'identité, s'il vous plaît, » dit-elle d'un ton sec, examinant leurs documents avec une lenteur exagérée avant de les laisser passer à contre-cœur. Dans le couloir menant à l'avion, Antoine murmura à son fils. « Souviens-toi de qui tu es, de qui nous sommes. » Ces mots, un mantra familial, étaient censés ancrer Julien, mais ce jour-là, ils sonnaient comme une injonction à encaisser en silence. À l'entrée de l'avion, Claire Dubois, hôtesse blonde aux chignons tirés, accueillait les passagers avec une hospitalité rodée. Son sourire, cependant, s'évanouit lorsqu'elle aperçut les Dubois. « Vos sièges ?» demanda-t-elle abruptement, omettant le « monsieur » qu'elle avait réservé aux précédents passagers. « 2A et 2B, » répondit Antoine avec courtoisie. Les sourcils de Claire se haussèrent légèrement, comme surprise de les voir en première classe, mais elle se contenta de désigner la cabine d'un geste vague. En s'installant dans leur siège en cuir, Julien remarqua les regards. Un homme d'affaires blanc, la cinquantaine, vérifia son numéro de siège comme s'il craignait une erreur. Une femme âgée serra son sac à main contre elle, en croisant Julien. Ces micro-agressions familières lui laissaient une amertume croissante. « Eau ou champagne avant le décollage ?» proposa Claire aux passagers des sièges 1A et 1B, un couple blanc d'une soixantaine d'années. Lorsqu'elle se tourna vers les Dubois, elle lança un simple « boisson ?» déjà à moitié tourné, évitant leur regard. « De l'eau, merci », répondit Antoine. « Pareil », ajouta Julien. Claire revint rapidement, posant délicatement des verres avec des serviettes pour le couple en 1A et 1B. Pour les Dubois, elle déposa les verres à la hâte, renversant quelques gouttes sur la manche d'Antoine. « Désolé », marmonna-t-elle sans conviction, s'éloignant déjà. « Laisse courir », murmura Antoine à Julien, qui serrait les poings. « Ce n'est qu'un vol de 2 heures, ça n'en vaut pas la peine. » Julien se tourna vers la fenêtre, son reflet dans le hublot trahissant une lutte intérieure. La philosophie de son père, encaisser, avancer, bâtir, semblait de plus en plus insuffisante face à l'injustice quotidienne. À 30 000 pieds, alors que l'avion survolait les Alpes, Claire traversait la cabine, offrant des serviettes chaudes avec des sourires complices à tous, sauf aux Dubois. Elle laissa tomber leurs serviettes sur leur tablette sans un mot ni un regard. Antoine déplia la sienne comme si de rien n'était, mais Julien sentit la colère monter. « Tu as vu ça ?» chuchota-t-il. « Concentre-toi sur Nice, » répondit Antoine, ouvrant son ordinateur portable. « J'ai besoin de ton avis sur la présentation. » Julien soupira, son regard revenant au hublot. 1 heure plus tard, Claire poussait le chariot de boissons, discutant chaleureusement avec les passagers du premier rang. « Comment va votre fille à Sciences Po ?» demanda-t-elle à l'homme en 1A, se souvenant de leur conversation à l'embarquement. Lorsqu'elle atteignit les Dubois, son ton redevint neutre. « Boisson ?»« Un jus de canneberge, » dit Julien. « Jus d'orange, » ajouta Antoine.
Claire servit d'abord l'homme d'en face, versant son whisky avec soin et lui offrant un bol de noix chauffées qu'elle n'avait pas proposé au Dubois. Lorsqu'elle tendit le verre de jus de canneberge à Julien, son geste fut brusque et le liquide se renversa sur son ordinateur portable ouvert. L'écran clignota alors que le jus s'infiltrait entre les touches. Julien bondit, attrapant des serviettes. Cet ordinateur contenait des mois de composition musicale, son refuge créatif. « Bon sang, c'est quoi ça ?» s'exclama-t-il. Claire lança une poignée de serviettes en papier sans un mot et continua son service comme si de rien n'était. L'ordinateur, un modèle à 3000 €, rendit l'âme dans un grésillement. « C'était intentionnel », siffla Julien à son père. « Tu l'as vu ?» Antoine, impassible, répondit. « On t'achètera un nouvel ordinateur à Nice. »« Ce n'est pas la question, » rétorqua Julien, sa voix attirant l'attention de plusieurs passagers. « Mes compositions étaient là-dedans. Elle l'a fait exprès, et tu vas juste laisser passer ?» À cet instant, Sophie Martin, une journaliste indépendante assise en 3C, commença à filmer discrètement. Elle avait remarqué le traitement différencié depuis l'embarquement. À ses côtés, Marc Lefebvre, un cadre d'une entreprise lyonnaise, observait la scène avec une indignation croissante. Lui-même d'origine maghrébine, il reconnaissait ces dynamiques trop familières. Il croisa le regard d'Antoine et lui adressa un hochement de tête solidaire. De l'autre côté de l'allée, un homme d'affaires blanc, Gérard Moreau, murmura à son voisin. On dirait que certains s'attendent à un traitement de faveur sans le mériter. Julien l'entendit et se tourna, mais Antoine posa une main sur son bras. « Pas maintenant, murmura-t-il. Pas ici. »« Alors quand, papa ?» chuchota Julien, la voix tremblante. « Quand est-ce qu'on dit que ça suffit ?» Soudain, Julien sentit sa poitrine se serrer. Une crise d'asthme déclenchée par le stress s'annonçait. Pas encore sévère, mais inquiétante. « Papa, j'ai besoin de mon inhalateur, » murmura-t-il, respirant avec difficulté. Antoine appuya immédiatement sur le bouton d'appel. Après plusieurs minutes sans réponse, il appuya de nouveau. Gérard Moreau, en face, reçut une attention immédiate lorsque son bouton s'alluma. Enfin, Claire s'approcha, visiblement agacée. « Oui ?» demanda-t-elle, s'adressant à l'espace entre eux. « Mon fils a besoin de son médicament dans le compartiment à bagages, » expliqua Antoine calmement. « Pouvez-vous l'aider ou le laisser le prendre ?» Claire jeta un coup d'œil à Julien, dont la respiration devenait laborieuse. « Nous traversons des turbulences, » répondit-elle, bien que le voyant des ceintures soit éteint et le vol parfaitement stable. Personne ne doit quitter son siège. Pourtant, 2 passagers blancs se levèrent pour aller aux toilettes sans que Claire ne dise rien. Antoine, contenant son irritation, insista. « Comme vous pouvez le voir, d'autres passagers se déplacent. Mon fils a besoin de son médicament. C'est une urgence médicale. » Something. « Oh, je reviendrai quand ce sera sûr, » rétorqua Claire, s'éloignant. 10 minutes passèrent. La respiration de Julien empirait, un sifflement audible accompagnant chaque inspiration. Antoine appuya de nouveau sur le bouton. Une autre hôtesse, plus jeune, prénommée Élodie, apparut, semblant confuse face à la situation. « Je ne comprends pas pourquoi c'est un problème, » dit-elle, s'apprêtant à ouvrir le compartiment. Mais Claire réapparut, chuchotant quelque chose à Élodie, qui s'éloigna avec un regard désolé. « Personne ne bouge, » répéta Claire. Marc Lefebvre intervint. « Excusez-moi, mais ce jeune homme a clairement besoin d'aide médicale. Il n'y a pas de turbulence, et vous laissez d'autres passagers se déplacer librement. »« Monsieur, occupez-vous de vos affaires, » rétorqua Claire, son vernis de professionnalisme craquant. La respiration de Julien devenait de plus en plus difficile, une sueur froide perlant sur son front. « C'est absurde, » déclara Antoine, sa voix prenant un ton rare d'acier. « Mon fils a besoin de son médicament maintenant. Soit vous aidez, soit je le prends moi-même. » Claire le fixa. « Contrôlez-vous, monsieur, » dit-elle, le monsieur chargé de sarcasme. « Si vous ne suivez pas les instructions, nous aurons d'autres problèmes à régler. » Julien, à bout, déboucla sa ceinture et se leva. « Monsieur, rasseyez-vous immédiatement, » ordonna Claire, haussant le ton. « J'ai besoin de mon inhalateur, » répondit Julien, la voix rauque mais déterminée.
Je ne peux pas respirer correctement, et vous refusez d'aider depuis 15 minutes. Si vous ne vous rasseyez pas, je fais détourner l'avion et vous serez expulsé, menaça Claire. Sophie Martin continuait de filmer, capturant chaque mot. Gérard Moreau observait, un sourire narquois aux lèvres, tandis que d'autres passagers semblaient partager entre inquiétude et curiosité. « Je prends mon médicament », insista Julien, avançant vers le compartiment. Ce qui suivit fut si rapide que les récits des passagers divergeraient plus tard. Claire se plaça devant Julien, posant ses mains sur son torse pour le repousser. Alors qu'il trébuchait légèrement, levant les mains pour garder l'équilibre, Claire leva la main droite et le gifla violemment. Le bruit résonna dans la cabine silencieuse. Une goutte de sang perla sur la lèvre de Julien, coupée par la bague de Claire. Il resta figé, touchant sa lèvre, incrédule. La cabine entière sembla retenir son souffle. Antoine se leva, son regard glacial faisant reculer Claire instinctivement. Sans un mot, il appuya sur le bouton d'appel. Quelques secondes plus tard, l'interphone grésilla. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous devons retourner à l'aéroport pour une situation de sécurité. Veuillez rester assis. » Ah, c'est... L'avion entama une descente douce vers Charles de Gaulle. Julien, toujours debout, le souffle sifflant, oscillait entre peur et vindication. « Tweed, fils », dit Antoine doucement, l'aidant à regagner son siège. Puis, avec une précision presque mécanique, il ouvrit lui-même le compartiment pour récupérer l'inhalateur de Julien. Personne, pas même Claire, n'osa l'arrêter. Alors que Julien utilisait son médicament, la cabine restait plongée dans un silence tendu. À travers les hublots, des véhicules de sécurité approchaient, leurs gyrophares clignotants. Claire, près de la porte du cockpit, chuchotait avec d'autres membres d'équipage, son visage trahissant plus d'indignation que de remords. Sophie Martin, toujours en train de filmer, savait que ce qu'elle capturait allait au-delà d'un simple incident. Marc Lefebvre, de son côté, rédigeait déjà un courriel à son réseau professionnel, déterminé à témoigner. Gérard Moreau, croisant les bras, murmura à son voisin « Il l'a cherché ». Mais d'autres passagers, choqués, commençaient à murmurer leur soutien au Dubois. Alors que l'avion s'immobilisait sur le tarmac, l'interphone retentit à nouveau. « Nous sommes à l'arrêt. Les autorités vont monter à bord. Restez calmes. » 4 agents de sécurité entrèrent, menés par un homme trapu, badge au nom de Leclerc. Claire s'approcha immédiatement, parlant à voix basse mais animée. « C'est lui, dit-elle, pointant Julien. Il est devenu agressif quand je lui ai demandé de rester assis. J'ai dû me défendre. » Antoine intervint avant que Julien ne puisse répondre. « Mon fils ne va nulle part, » déclara-t-il, sa voix portant une autorité incontestable. « Il a été agressé par votre hôtesse, privé d'accès à son médicament, et victime de discrimination raciale tout au long de ce vol. Il a besoin de soins médicaux pour son asthme et sa blessure au visage. » Leclerc sembla déstabilisé par l'assurance d'Antoine. Sophie Martin s'avança. « J'ai tout filmé », annonça-t-elle, brandissant son téléphone. « Ce jeune homme n'a menacé personne. L'hôtesse l'a frappé alors qu'il cherchait son médicament après qu'elle a refusé de l'aider. » Marc Lefebvre se leva. « J'ai vu la même chose. Ce jeune homme a été agressé sans raison valable. » Gérard Moreau ricana. « Le garçon a désobéi aux instructions. Ce qui est arrivé est de sa faute. » La cabine s'anima de murmures, certains passagers prenant parti, d'autres filmant. Leclerc leva les mains pour rétablir le calme. « Monsieur, » dit-il à Antoine, « puis-je avoir votre nom ?»« Antoine Dubois, et voici mon fils, Julien Dubois. » Un éclair de reconnaissance traversa le visage de Leclerc. Même à Paris, le nom d'Antoine Dubois était synonyme de pouvoir. PDG de Lumière, il était une figure incontournable, et l'atmosphère dans la cabine changea subtilement. Claire pâlit, semblant réaliser l'ampleur de son erreur. « Monsieur Dubois, » dit Leclerc, son ton plus respectueux, « peut-être pourrions-nous discuter en privé. »« Rien de privé dans cette affaire, » répondit Antoine. « Mon fils de 17 ans a été agressé devant des dizaines de témoins. Il a besoin de soins immédiats, pas d'un interrogatoire. » Alors que Julien utilisait de nouveau son inhalateur, un commandant de bord, Richard Beaumont, émergea du cockpit, suivi d'un homme en uniforme de gestionnaire d'Air France, Philippe Durand.
Monsieur Dubois, dit Durand, tentant un sourire professionnel. Je suis le directeur du service client. Nous regrettons ce malentendu. Ce n'est pas un malentendu, coupa Antoine. C'est une agression motivée par un préjugé racial facilité par votre compagnie. Le sourire de Durand vacilla. Nous avons une politique de tolérance zéro pour la discrimination, assura-t-il. Pourtant, nous sommes là, rétorqua Antoine, avec mon fils blessé et en détresse respiratoire. Sophie Martin se leva, son téléphone toujours en main. J'ai déjà partagé une partie de la vidéo sur les réseaux sociaux. Les gens demandent des explications. En effet, le hashtag #Justice pour Julien commençait à circuler. Beaumont intervint. Monsieur Dubois, nous devons suivre le protocole. Votre protocole, répondit Antoine, a permis qu'un mineur soit privé de soins et agressé. Nous discuterons de ce protocole avec nos avocats et les autorités aéronautiques. Cette mention fit blêmir Durand. Des murmures s'élevèrent parmi les passagers, certains filmant, d'autres tweetant. Alors que les secours médicaux étaient appelés, Claire fut escortée hors de l'avion, protestant son innocence malgré les voix contradictoires des témoins. Les urgentistes montèrent à bord, s'occupant immédiatement de Julien. Son état, aggravé par le stress et le retard dans l'accès à son médicament, nécessitait une évacuation rapide. Antoine, suivant l'équipe médicale, lança un dernier regard à la cabine où les passagers, divisés, continuaient de filmer. Ce qui avait commencé comme un simple vol pour Nice était sur le point de devenir une affaire nationale, un révélateur des tensions raciales et des responsabilités du pouvoir. Julien, sur la civière, croisa le regard de son père. Pour la première fois, il vit non seulement la force stratégique d'Antoine, mais une détermination farouche à ne pas laisser cette injustice impunie. Leur relation, déjà complexe, allait être transformée par ce moment, et quelque chose de plus grand encore était sur le point de commencer. La vidéo de la gifle, capturée par Sophie Martin, explosa sur les réseaux sociaux, déclenchant une tempête médiatique qui ébranla Air France et enflamma l'opinion publique française. En quelques heures, le hashtag #Justice pour Julien devint viral, partagé par des milliers de personnes, des anonymes aux figures publiques, tous indignés par l'image de Claire Dubois frappant Julien Dubois, un adolescent noir de 17 ans, simplement pour avoir tenté de récupérer son inhalateur. Dans une chambre d'hôpital à l'hôpital européen Georges Pompidou, Julien, sous oxygène, luttait contre une crise d'asthme aggravée par le stress et l'agression. À ses côtés, son père, Antoine Dubois, PDG de Lumière, orchestrait une réponse stratégique, son calme légendaire masquant une colère froide. Ce n'était plus seulement une affaire personnelle. C'était un combat pour la justice, un défi lancé à un système qui tolérait l'injustice sous couvert de protocole. Avez-vous déjà vu une injustice si flagrante qu'elle vous a poussé à agir? Partagez votre histoire, car ce qui suit montre comment un moment de crise peut devenir un catalyseur pour le changement. L'avion, immobilisé sur le tarmac de Charles de Gaulle, était devenu une scène de chaos maîtrisé. Alors que les urgentistes évacuaient Julien, Antoine suivait, son téléphone déjà en main, contactant son avocat, Pierre Renaud, une sommité du barreau parisien connue pour ses victoires dans des affaires de droit civil. « Pierre, je veux une enquête publique, pas de règlement discret », ordonna-t-il, sa voix ferme, malgré l'urgence. Les gyrophares des véhicules de sécurité illuminaient la nuit, et les passagers, toujours à bord, continuaient de filmer, certains tweetant en direct. Sophie Martin, la journaliste indépendante, avait téléchargé sa vidéo sur une plateforme sécurisée avant de quitter l'avion, anticipant les tentatives d'Air France pour étouffer l'affaire. Marc Lefebvre, l'homme d'affaires lyonnais qui avait soutenu les Dubois, organisa rapidement un groupe WhatsApp avec d'autres témoins, déterminés à coordonner leurs témoignages. Pendant ce temps, Gérard Moreau, l'homme d'affaires qui avait raillé Julien, postait sur LinkedIn un commentaire ambigu sur « l'importance de respecter l'autorité à bord », provoquant une vague de réactions mitigées. À l'hôpital, Julien fut installé dans une chambre privée du service de pneumologie.
Les médecins, dirigés par le docteur Isabelle Laurent, une spécialiste renommée, stabilisèrent sa respiration avec des nébuliseurs et des corticostéroïdes. La marque rouge sur sa joue s'était transformée en un hématome visible, et la coupure sur sa lèvre, bien que superficielle, nécessitait des points de suture. Antoine, assis près du lit, observait son fils avec une intensité rare. Ce moment ravivait un souvenir douloureux. 3 ans plus tôt, sa femme, Élise, avait succombé à une dissection aortique après que des urgentistes avaient minimisé ses symptômes, les attribuant à du stress ou à une crise d'angoisse. Élise, neuroscientifique brillante, avait supplié qu'on la prenne au sérieux, mais le personnel médical, influencé par des préjugés inconscients, avait retardé les examens cruciaux. Antoine, alors en voyage d'affaires à Singapour, n'avait appris la gravité de son état qu'en plein vol de retour. Lorsqu'il avait atterri, Élise était déjà partie. Ce drame avait transformé Antoine, l'amenant à créer la Fondation Élise Dubois pour l'équité en santé, finançant des recherches sur les disparités raciales dans les soins médicaux. Aujourd'hui, face à son fils blessé, il fit un vœu silencieux. L'histoire ne se répéterait pas. Julien recevrait les meilleurs soins et l'injustice subie serait exposée au grand jour. Alors que les médecins s'affairaient, Antoine reçut un appel de Philippe Durand, le directeur du service client d'Air France. « Monsieur Dubois, au nom d'Air France, je tiens à exprimer nos profonds regrets pour cet incident regrettable, » commença Durand, son ton mielleux trahissant une tentative de contrôle des dégâts. « Une agression, pas un incident, » corrigea Antoine, glacial. « Votre employé a frappé mon fils après lui avoir refusé l'accès à son médicament. Nous ne discuterons pas en privé. Mon avocat vous contactera. » Durand bafouilla une réponse proposant une compensation financière et des excuses confidentielles. Antoine coupa court. « Ce que je veux, c'est une réforme systémique de vos pratiques, la transparence, pas des chèques. » Après avoir raccroché, il se tourna vers Julien qui, malgré l'oxygène, suivait la conversation. « Ils pensent qu'on va accepter un arrangement discret, » murmura Julien, sa voix faible mais déterminée. « Pas cette fois, » répondit Antoine. « Pas pour toi. » Pendant ce temps, la vidéo de Sophie Martin faisait des ravages en ligne. Partagée initialement sur Twitter, elle avait été reprise par des médias comme Le Monde, Libération et BFM TV qui diffusaient des extraits en boucle. Le hashtag #Justice pour Julien trônait en tête des tendances, accompagné de récits d'autres passagers ayant subi des discriminations en vol. Une ancienne hôtesse d'Air France, Camille Nguyen, contacta Sophie via les réseaux sociaux. « J'ai travaillé avec Claire Dubois », écrivit-elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle ciblait des passagers de couleur. J'ai des documents internes prouvant que ces plaintes étaient systématiquement ignorées. Sophie, sentant l'opportunité d'un scoop, organisa une rencontre avec Camille qui révéla que le beau-frère de Claire était un haut dirigeant d'Air France, expliquant son apparente immunité. Dans la chambre d'hôpital, Julien, stabilisé mais encore faible, demanda son carnet de composition, récupéré dans son sac à dos par Marc Lefebvre, qui avait tenu à apporter leurs affaires. Entre 2 séances d'oxygène, Julien griffonna des notes, transformant sa douleur en musique. Les accords qu'il couchait sur le papier étaient sombres, chaotiques, mais évoluaient vers une résolution fragile, un reflet de son tumulte intérieur. Antoine, observant son fils, se rappela les paroles d'Élise. « La musique de Julien est sa vérité. Ne la lui prends pas. » Il avait longtemps vu les aspirations musicales de son fils comme un passe-temps, une distraction face aux responsabilités d'un nom comme Dubois. Mais ce soir-là, il commença à comprendre que la musique de Julien était une arme, une voix que même un empire technologique ne pouvait égaler. À l'extérieur, la pression montait. Des camionnettes de presse s'alignaient devant l'hôpital, les journalistes guettant une déclaration des Dubois. Air France publia un communiqué laconique. « Nous enquêtons sur un incident impliquant un passager et un membre d'équipage sur le vol AF372. L'employé concerné est en congé administratif. » Le ton générique, dépourvu d'excuses, attisa la colère publique. Sur Twitter, des influenceurs et des personnalités publiques, dont un célèbre acteur français d'origine sénégalaise, partagèrent leurs propres expériences de discrimination dans les transports.
Le hashtag Justice pour Julien devint un cri de ralliement, amplifiant des récits longtemps ignorés. Sophie Martin, désormais au centre de l'attention médiatique, reçut une offre d'Air France, des billets gratuits à vie en échange de la suppression de sa vidéo et d'un accord de confidentialité. « Je crois plus en la justice qu'en des vols gratuits », répondit-elle, publiant un thread détaillant les pressions exercées par la compagnie. Marc Lefebvre, de son côté, mobilisa son réseau. En tant que cadre d'une entreprise de logistique, il avait des contacts dans le monde des affaires et des médias. Il organisa une conférence téléphonique avec d'autres témoins du vol, dont une enseignante retraitée, Madame Clairette, qui avait été choquée par le comportement de Claire Dubois. « J'ai vu comment elle traitait ce jeune homme et son père », déclara-t-elle. « C'était une honte. Je témoignerai s'il le faut. » Leur groupe WhatsApp grossissait, incluant désormais des passagers d'autres vols ayant des histoires similaires à partager. Marc envoya un courriel à Pierre Renaud, l'avocat d'Antoine, proposant une déclaration collective pour contrer la narrative d'Air France, qui tentait de dépeindre Julien comme un passager agressif. Dans la chambre d'hôpital, Pierre Renaud arriva avec une tablette affichant les dernières nouvelles. « Leur communiqué est un désastre », dit-il à Antoine. Ils n'ont même pas mentionné l'agression ou la discrimination. Mais la vidéo de Sophie change la donne. Le public est de votre côté. Antoine hocha la tête. « Ce n'est pas seulement pour nous, » répondit-il. « Chaque passager mérite d'être traité avec dignité, pas seulement ceux qui ont les moyens de faire du bruit. » Pierre esquissa un sourire. « J'ai déjà contacté la DGAC, Direction générale de l'aviation civile. Ils vont enquêter sur les pratiques d'Air France. Et j'ai une équipe qui fouille dans leur historique de plaintes pour discrimination. » Julien, écoutant depuis son lit, intervint. « Et Claire? Elle va juste être suspendue? » Pierre le regarda avec sérieux. « Pas si nous gagnons. Mais ce ne sera pas seulement contre elle. Nous visons le système qui l'a protégée. » Antoine reçut un autre appel, cette fois de son conseil d'administration chez Lumière. « Antoine, les investisseurs s'inquiètent, » dit la présidente Claire Beaumont. « Votre absence à la conférence pourrait faire chuter notre action. Il faut calmer le jeu. » Antoine, impassible, répondit. « Ce n'est pas une distraction, Claire, c'est une priorité. Si le conseil ne me soutient pas, je convoquerai une assemblée des actionnaires. Vous savez ce que cela signifie. » Il raccrocha, se tournant vers Julien. « Comment vas-tu, fils? »« Mieux, » répondit Julien, retirant brièvement son masque à oxygène. « Mais je n'arrête pas de penser à maman. Est-ce qu'elle a dû encaisser ce genre de choses, elle aussi? » Antoine ferma les yeux un instant. « Ta mère a lutté à sa manière, Julien. Elle changeait les choses discrètement, en formant des jeunes, en influençant des politiques. Mais parfois, il faut hausser le ton. Aujourd'hui, c'est ce moment. » Alors que la nuit tombait, l'hôpital devint un centre de commandement improvisé. Pierre Renaud coordonnait avec son équipe juridique, tandis que l'assistante d'Antoine organisait des réunions virtuelles avec les cadres de Lumière. Sophie Martin, désormais en contact avec Camille Nguyen, prépara un article explosif pour un grand quotidien, promettant de révéler les pratiques internes d'Air France. Camille, de son côté, fouilla ses archives personnelles, retrouvant des courriels prouvant que les plaintes contre Claire Dubois avaient été classées sans suite à cause de ses connexions. Son beau-frère, le vice-président des opérations, a couvert ses agissements pendant des années, expliqua-t-elle à Sophie. Et ce n'était pas un cas isolé. Les plaintes des passagers de couleur étaient systématiquement minimisées. Julien, entre deux traitements, continua d'écrire dans son carnet. Les notes qu'il griffonnait formaient une pièce musicale qu'il intitulait provisoirement « Tarmac ». Les premières mesures étaient discordantes, reflétant la tension et la douleur de l'incident, mais elles évoluaient vers une harmonie fragile, un espoir naissant. En regardant son fils, Antoine sentit une vague de fierté mêlée de regret. Il avait sous-estimé la puissance de la voix de Julien, trop focalisé sur un avenir qu'il imaginait pour lui dans la technologie. Ce soir-là, il commença à voir son fils non comme un héritier à façonner, mais comme un individu avec une vision propre, capable d'inspirer par son art. Dehors, la foule grossissait.
Des militants, alertés par les réseaux sociaux, s'étaient rassemblés devant l'hôpital avec des pancartes portant « la justice pour Julien » et des messages comme « l'égalité dans les airs ». Les chaînes d'information diffusaient des débats animés, certains chroniqueurs tentant de justifier l'action de Claire en invoquant la sécurité, mais la majorité dénonçait une discrimination évidente. Une ancienne ministre de la Culture tweeta « Ce qui est arrivé à Julien Dubois est une honte nationale. Air France doit rendre des comptes. » Même Gérard Mourou, confronté à des critiques en ligne pour ses commentaires, publia une mise au point vague, prétendant avoir été mal compris. Vers minuit, Air France publia un nouveau communiqué, annonçant que Claire Dubois passait en congé sans solde, en attendant une enquête approfondie. Le changement de ton, bien que subtil, montrait que la pression publique commençait à peser. Antoine, informé par Pierre, hocha la tête. « Ils commencent à plier », dit-il à Julien. « Mais ce n'est pas assez. Ils veulent gérer une crise d'image, pas résoudre un problème systémique. » Julien, épuisé mais déterminé, répondit. « Alors on continue, pour tous ceux qui n'ont pas de caméra ou de noms connus pour se défendre. » Antoine posa une main sur l'épaule de son fils. « Exactement. » Alors que Julien s'endormait sous l'effet des médicaments, Antoine veilla à son chevet, son esprit cartographiant les prochaines étapes. La conférence à Nice approchait, et il savait que son discours ne pourrait plus se limiter à la technologie. Ce serait une tribune pour la justice, un moment pour montrer que le pouvoir, s'il était bien utilisé, pouvait transformer des institutions. Dehors, les lumières des camionnettes de presse éclairaient la nuit, et le hashtag #AirSaJustice pour Julien continuait de dominer les réseaux. Ce qui avait commencé comme un incident isolé était en train de devenir un mouvement, un appel à remettre en question les systèmes qui protégeaient les privilèges au détriment de la dignité. Pour Antoine et Julien, ce n'était que le début d'une lutte qui allait redéfinir leurs relations et leur place dans le monde. Le centre des congrès de Nice vibrait d'une énergie fébrile, bien loin de l'ambiance habituelle des conférences technologiques. Ce qui devait être une simple présentation de lumière, l'empire d'Antoine Dubois, s'était transformé en un événement d'ampleur nationale, attirant des médias du monde entier. Les camions de télévision bordaient de l'avenue des Palmiers, et des agents de sécurité, discrets mais omniprésents, patrouillaient les lieux. À l'intérieur, la salle principale, prévue pour 3000 personnes, était comble 1 heure avant le discours d'Antoine. Sur scène, il ajustait ses notes, réécrites à la hâte pour refléter non seulement l'innovation technologique, mais aussi un plaidoyer pour la justice et la dignité humaine. À ses côtés, Julien, son fils de 17 ans, serrait son carnet de composition, la marque encore visible de la gifle reçue sur le vol Paris-Nice. Leur présence conjointe promettait un moment historique, un cri de ralliement contre l'injustice. Avez-vous déjà vu une tribune se transformer en un appel à changer le monde? Restez avec nous pour découvrir comment un père et son fils ont transformé une tragédie personnelle en un mouvement pour l'égalité. Backstage, l'atmosphère était électrique. Antoine, vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure, parcourait une dernière fois ses diapositives, désormais centrées sur un message audacieux: lier l'éthique technologique à la responsabilité sociale. Julien, nerveux mais déterminé, ajustait sa cravate, son regard alternant entre son carnet et son père. La décision de l'inclure dans le discours avait été prise après une longue discussion la veille. « Tu n'es pas obligé, Julien », avait insisté Antoine. « Le monde te regarde déjà. » Julien avait secoué la tête. « Je veux parler, papa, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui n'ont jamais la parole. » La contusion sur sa joue, bien que moins prononcée, restait un témoignage visible de l'incident. Ils avaient choisi de ne pas la dissimuler, comprenant sa puissance symbolique. « 5 minutes, monsieur Dubois », annonça une coordinatrice, visiblement tendue par l'ampleur de l'événement. La sécurité avait été renforcée après des menaces en ligne visant les Dubois, certains extrémistes qualifiant leur combat de « menace aux valeurs françaises ». Mais Antoine et Julien restaient inébranlables. Sophie Martin, la journaliste qui avait filmé l'incident, était présente dans la salle, son téléphone prêt à capturer ce moment. Elle avait publié un article cinglant dans Le Monde, révélant grâce à Camille Nguyen, ex-hôtesse d'Air France, un système interne de protection des employés discriminatoires, comme Claire Dubois. Camille, désormais alliée clé,
avait fourni des documents accablants montrant que le beau-frère de Claire, vice-président des opérations, avait étouffé des plaintes similaires pendant des années. Marc Lefebvre, l'homme d'affaires lyonnais, était également là, ayant mobilisé son réseau pour amplifier la voix des témoins. Pierre Renaud, l'avocat des Dubois, briefait l'équipe en coulisses, préparant une action en justice qui viserait non seulement Claire, mais l'ensemble des pratiques d'Air France. Alors que les lumières de la salle s'atténuaient, le modérateur monta sur scène. « Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur d'accueillir Antoine Dubois, PDG de Lumière, et son fils, Julien Dubois. » Une ovation retentissante éclata, prolongée lorsque Julien apparut aux côtés de son père. Pendant près de 2 minutes, le public resta debout, forçant Antoine à demander le calme. « Merci, » commença Antoine, sa voix posée mais puissante. « J'étais venu pour parler d'intelligence artificielle éthique, un domaine où Lumière repousse les limites. Mais aujourd'hui, nous devons d'abord parler d'humanité. » La salle devint silencieuse alors qu'il racontait l'incident du vol. Sans colère ni sensationnalisme, il décrivit le traitement discriminatoire, le refus d'accès aux médicaments de Julien et l'agression reliant ces événements à des schémas plus larges dans la société française. « On m'a souvent demandé pourquoi, avec ma position et mes ressources, je rends cette affaire publique, » poursuivit-il. La réponse est simple. Le pouvoir implique une responsabilité. À quoi sert la richesse si elle ne protège que le confort personnel, laissant intactes les injustices systémiques? Sur les écrans géants derrière lui, des captures de tweets sous Bashab Justice. Pour Julien défilaient, montrant des milliers d'histoires de discrimination partagées par des anonymes, des artistes, des cadres. « Ce qui est arrivé à mon fils n'est pas exceptionnel », souligna Antoine. « Ce qui est exceptionnel, c'est sa visibilité. Et cette visibilité nous oblige à agir pour tous ceux qui n'ont ni caméra ni influence. » Il enchaîna sur la technologie, tissant des parallèles inattendus. « Chez Lumière, nous investissons des milliards pour que nos systèmes d'IA ne reproduisent pas les biais humains. Mais nous avons été trop lents à appliquer cette même rigueur éthique à nos institutions. » Pendant 40 minutes, Antoine mêla son expérience personnelle, son leadership d'entreprise et une vision de responsabilité institutionnelle, transcendant les clivages politiques. Il annonça la création de la Fondation pour l'équité et la responsabilité, dotée de 50 millions d'euros de sa fortune personnelle, pour soutenir juridiquement les victimes de discrimination et établir des normes de conduite pour les entreprises. Désormais, toute entreprise souhaitant collaborer avec Lumière devra se soumettre à des audits d'équité indépendants et maintenir des processus transparents pour les plaintes de discrimination, déclara-t-il, provoquant des murmures parmi les cadres présents, conscient que cela impacterait des contrats de plusieurs milliards. Puis, Antoine se tourna vers Julien. « J'aimerais vous présenter quelqu'un qui a montré un courage extraordinaire. Mon fils, Julien Dubois. » Une nouvelle ovation éclata alors que Julien s'avançait, sa voix plus brute, plus jeune, mais d'une authenticité désarmante. « Toute ma vie, j'ai cru que l'approche de mon père face au racisme était une forme d'acceptation, » commença-t-il. « J'ai pensé qu'il choisissait le succès au détriment de la dignité. Mais ces derniers jours m'ont appris qu'il existe plusieurs façons de lutter, et nous en avons besoin de toutes. » Julien parla de son expérience en tant que jeune homme noir, des calculs constants pour répondre aux micro-agressions, des moments où il fallait choisir entre parler ou se taire. Puis, dans un élan spontané qui devint le cœur émotionnel de la conférence, il demanda qu'on lui apporte un clavier. « La musique a toujours été mon refuge, » expliqua-t-il. « Avec la permission de mon père, j'aimerais partager une pièce composée à l'hôpital. » Ce qui suivit fut une composition de 3 minutes, intitulée Tarmac. Les premières notes, discordantes, évoquaient la douleur et la tension de l'incident, avant d'évoluer vers une harmonie complexe, symbolisant l'espoir et la résilience. La salle, captivée, resta silencieuse plusieurs secondes après la dernière note, puis explosa en une standing ovation. Antoine, visiblement ému, serra son fils dans ses bras, un moment capturé par les caméras et destiné à faire la une des journaux.
Pendant la session de questions, une journaliste technologique interrogea Antoine sur la réponse d'Air France. Quelques minutes plus tôt, leur président avait publié un communiqué s'excusant sans réserve et annonçant des réformes, dont une formation obligatoire contre les biais et un bureau indépendant de défense des clients. Ce sont des pas positifs, répondit Antoine, mais le véritable test sera leur engagement à long terme. Notre équipe juridique suivra cela de près. Un jeune ingénieur noir posa une question directe. Monsieur Dubois, que diriez-vous à ceux d'entre nous qui naviguent ces systèmes sans vos ressources? Antoine réfléchit. Je reconnais que ma position m'offre des options que beaucoup n'ont pas. C'est pourquoi ceux qui ont du privilège doivent l'utiliser pour changer les systèmes, pas seulement pour se protéger. Et je vous encourage à construire des alliances, les témoins qui ont filmé, les employés qui ont parlé. Ces actes de solidarité créent un pouvoir collectif. À la fin du discours, l'organisateur annonça un changement inédit. Les présentations suivantes seraient restructurées autour des thèmes de l'inclusion et de la responsabilité éthique, plusieurs entreprises demandant des créneaux pour annoncer leurs propres initiatives en réponse au discours des Dubois. En coulisses, Pierre Renaud apporta une nouvelle. Le PDG d'Air France avait demandé une réunion, proposant un règlement incluant toutes les exigences des Dubois. Audit indépendant, réformes structurelles et une contribution à leur fondation. Ils ont cligné des yeux, observa Julien. Ils ont calculé, corrigea Antoine. Le coût de la résistance est devenu trop élevé. Sophie Martin envoya un message. Son groupe de soutien, désormais élargi à des employés d'Air France, collectait des témoignages sur d'autres incidents couverts par la compagnie. Camille Nguyen développait une application pour documenter et signaler les discriminations, déjà adoptée par plusieurs industries. Le mouvement prenait une ampleur imprévue, transformant un incident personnel en un cas d'école sur l'usage du pouvoir pour réformer. 6 mois plus tard, Julien se tenait dans la cour de l'École normale de musique de Paris, où il avait choisi d'étudier la composition plutôt que de rejoindre la Sorbonne pour un parcours plus conventionnel. Sa décision, initialement surprenante pour l'entourage d'Antoine, avait été pleinement soutenue par son père. « Julien, tu as vu les nouvelles ?» lança sa colocataire, Amélie, traversant la cour avec son téléphone. Le verdict dans l'affaire Claire Dubois vient de tomber. Julien lut l'alerte. Claire Dubois, ancienne hôtesse d'Air France, reconnue coupable d'agression et de violation des droits civils. Condamnation prévue le mois prochain. Ce n'était qu'une partie de l'histoire. La Fondation pour l'équité et la responsabilité avait porté 30 affaires similaires contre des compagnies aériennes, entraînant des réformes majeures dans l'industrie. « Ton père doit être satisfait », ajouta Amélie. Julien sourit. Ce n'était pas pour punir une personne, mais pour changer le système qui la protégeait. Lors de leur appel vidéo hebdomadaire, Julien partagea avec Antoine la nouvelle de sa composition sélectionnée pour un festival parisien. Antoine, depuis le siège de lumière, rayonnait. « J'ai réservé mes dates pour venir t'écouter, » dit-il. Leur relation, autrefois tendue par des visions divergentes, s'était renforcée dans un respect mutuel. Julien admirait désormais la patience stratégique d'Antoine, tandis qu'Antoine valorisait la clarté morale et l'expression artistique de son fils. « Tu as vu le dernier rapport d'Air France ?» demanda Antoine. 94% des réformes exigées sont mises en œuvre, avec vérification indépendante. Leur système de signalement anonyme a déjà identifié 4 employés problématiques. Leur règlement avec Air France incluait un suivi rigoureux, avec des rapports publics trimestriels et des sanctions en cas de non-respect. Marc Lefebvre, devenu un allié clé, avait lancé une initiative d'inclusion dans son entreprise, adoptée par 12 grandes sociétés. Sophie et Camille, quant à elles, avaient transformé leur groupe de soutien en une ONG, aidant les victimes de discrimination à travers les industries. Julien, inspiré par son expérience, avait lancé un programme musical pour les lycées défavorisés, financé par la Fondation. Les données montraient une amélioration de 35% des performances académiques des participants, prouvant que l'art pouvait être un moteur de changement social. Quelques semaines plus tard, Antoine embarqua sur un vol Air France pour un panel des Nations Unies à Genève. L'expérience était méconnaissable.
Équipage diversifié, service irréprochable pour tous. Une jeune hôtesse noire s'approcha. Monsieur Dubois, merci. Grâce à vos efforts, je suis dans le programme de mentorat pour les employés sous-représentés. Antoine hocha la tête, pensant à la transformation déclenchée par un moment de crise. Ce vol, jadis théâtre d'une injustice, était devenu un symbole de progrès. À son hôtel, il reçut une vidéo de Julien. Sa composition Tarmac, jouée lors du festival, capturait leur voyage de la douleur à la résilience. Les notes finales, pleines d'espoir, résonnaient comme un testament à leur combat commun. Ce qui avait commencé par une gifle à 30 000 pieds s'était mué en une vague de changements. Des employés pouvaient désormais signaler les discriminations sans crainte, les passagers recevaient un traitement plus équitable, et les entreprises adoptaient des mesures concrètes d'inclusion. Pour Antoine et Julien, la crise avait révélé une vérité profonde. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'évasion des injustices grâce à la richesse, mais dans son utilisation pour démanteler les systèmes qui les perpétuent. Leur relation, forgée dans l'adversité, s'était transformée en un partenariat où la patience stratégique d'Antoine et la clarté passionnée de Julien se complétaient, créant un impact plus grand que ce qu'aucun d'eux n'aurait pu accomplir seul. Avez-vous déjà vu une injustice catalyser un changement positif? Partagez votre histoire, car l'histoire des Dubois nous rappelle que le combat pour l'égalité demande à la fois du courage et de la sagesse, de l'art et de l'action, pour transformer le monde, note par note, politique par politique, cœur par cœur. L'histoire d'Antoine et Julien Dubois, marquée par une injustice brutale à 30 000 pieds, résonne profondément dans le contexte de la société française, où les idéaux d'égalité et de fraternité sont parfois confrontés à la réalité des préjugés. Ce récit, ancré dans une expérience de discrimination raciale, révèle la force d'une réponse collective et stratégique face à l'injustice. Ce qui m'a frappé, c'est la complémentarité des approches d'Antoine et de Julien. La patience calculée du père, forgée par des années de navigation dans un monde hostile, et la clarté morale du fils, portée par la fougue de la jeunesse et l'expression artistique. Cette dualité reflète une vérité universelle. Il n'existe pas une seule façon de lutter contre l'injustice. Parfois, il faut la retenue d'un stratège, parfois l'élan d'un cri du cœur. Leur succès montre que le changement systémique naît de l'union de ces forces. Une leçon essentielle est la responsabilité qu'implique le privilège. Antoine, avec son statut de PDG, aurait pu choisir un règlement discret, mais il a utilisé son influence pour exiger des réformes, prouvant que le pouvoir doit servir à protéger les plus vulnérables. Dans nos vies, cela nous invite à réfléchir. Comment utilisons-nous nos propres privilèges, qu'ils soient financiers, sociaux ou éducatifs, pour défendre ceux qui n'ont pas de voix? Une autre leçon est l'importance de la visibilité. La vidéo de Sophie Martin a transformé un incident isolé en un mouvement national, rappelant que documenter l'injustice peut briser le silence. Enfin, l'histoire souligne que la justice doit être restaurative, pas seulement punitive. Les Dubois ne se sont pas contentés de punir Claire. Ils ont poussé pour des changements structurels, garantissant un avenir plus équitable. Dans la culture française, où l'égalité est une valeur cardinale, cette histoire nous pousse à agir localement, signaler les discriminations, soutenir les initiatives d'inclusion ou simplement écouter ceux qui souffrent en silence. Elle nous rappelle que chaque geste compte, qu'il s'agisse de filmer une injustice ou de rejoindre une cause. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice qui vous a poussé à agir? Partagez votre expérience dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez et abonnez-vous pour amplifier ce message. Ensemble, faisons de chaque moment d'injustice une opportunité de changement. Agissons, car l'égalité se construit pas à pas, cœur à cœur.